Bonjour à tous et bienvenue dans Audace, le podcast du groupe Odyssée, podcast dans lequel on rencontre des entrepreneurs inspirants qui ont fait des rencontres inspirantes. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Timothée Lucas. Bonjour Timothée. Bonjour Sylvain, merci de m'accueillir chez Clapman pour le groupe Odyssée. Eh bien écoute, c'est un plaisir de te recevoir parmi nous. Je te propose aujourd'hui qu'on découvre un peu ton activité et aussi qu'on revienne un peu sur ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à faire ton métier? Et donc pour commencer, est-ce que tu peux du coup nous présenter ton activité, s'il te plaît? Oui, bien sûr, avec plaisir. Alors moi je suis Timothée, je suis le gérant de la société L'As des Carreaux. On est spécialisé, on fait que du nettoyage de vitres, pour les pros, les particuliers, les collectivités. On est basé à Valenciennes et on dessert tout le Grand Hainaut. Et à titre exceptionnel, on va un petit peu plus loin. Le vrai avantage, c'est que pour les pros, on met pas les clients sous contrat. Il n'y a pas d'engagement pour les prestations. Ça fonctionne un peu comme chez le coiffeur. Un besoin, vous nous appelez et ensuite on programme l'intervention. Et pour les particuliers, le vrai avantage, c'est que c'est déductible des impôts, à hauteur de 50%, quelles que soient les conditions de revenus. Et l'avantage, c'est qu'on a mis en place l'avance immédiate, ce qui permet donc, en gros, au lieu de récupérer les 50% sur les impôts en fin d'année, de payer tout de suite que la moitié de la facture. On sent que tu as mis le service au client comme objectif premier dans ton activité. Donc je te propose qu'on revienne ensemble sur du coup, ton historique, ton parcours, qu'on voit un peu du coup ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui. Donc tu as commencé par un bac pro. Oui, un bac pro commerce. D'accord, donc en quoi ça consiste un bac pro commerce? Eh bien, c'est un diplôme qui se fait en 3 ans et dans lequel il y a pas mal de périodes d'immersion d'entreprise, des stages tout simplement, et qui m'ont permis déjà de découvrir les rudiments du commerce et du service client. D'accord, à l'issue de ce bac pro, tu as décidé de rentrer tout de suite dans le monde du travail. Qu'est-ce qui a motivé cette décision? Eh bien, j'étais déjà en relation avec la femme qui est devenue mon épouse aujourd'hui, et j'avais très envie de me mettre en ménage et de me marier avec elle, et donc j'ai décidé d'arrêter les études pour pouvoir entrer dans la vie active tout de suite après mon bac. D'accord, et alors qu'est-ce que tu as fait comme premiers emplois? Eh bien, j'ai été téléconseiller, travaillé sur une plateforme à Valenciennes pour dont le principal client était SFR. Donc j'appelais les gens aux heures de faire la sieste, aux heures de manger, pour essayer de leur vendre quelque chose. Donc ouais, c'était pas du service client, c'était du démarchage du coup. Oui, c'est ça, ouais. On faisait partie d'un service où le but était de rappeler les clients qui étaient déjà engagés pour les réengager une année de plus, en fait. D'accord. Est-ce que ça vous a plu? Voilà, c'est ça. Est-ce que vous souhaitez prolonger l'abonnement? C'est ça. Ok. Ensuite, du coup, tu as changé de branche, puisque cette expérience a été particulière. Oui, tout à fait. En fait, c'est un métier qui est très difficile, qui est très exigeant, où on a une vraie pression des chiffres, où on a une trame à suivre, quasiment mot pour mot. Mhm. Et en plus de cela, j'avais commencé à développer des allergies parce qu'il y avait de la moquette au sol qui n'était pas très bien entretenue, Et ouais. les migraines ophtalmiques à force d'être sur les écrans toute la journée. Et au bout d'un moment, je me suis dit, bon voilà, il est temps de passer à autre chose, je pense. C'est à ce moment-là que j'en discute avec un ami Mhm. qui avait une petite entreprise de nettoyage et qui me dit, ben, écoute, il y a pas mal de boulot, si tu veux, je te forme, je t'apprends le métier, et puis de temps en temps, on travaille ensemble. Donc cet ami t'a formé donc, au métier du nettoyage dans sa globalité, Voilà, c'est ça. et ensuite tu décides de te lancer à ton compte en auto-entrepreneur. Exactement. Je me dis, j'ai pas de crédit, j'ai pas d'enfant, j'ai rien à perdre, allez, on verra bien. Et là, j'ai été pris de passion pour le métier. Vraiment, tout de suite, j'ai beaucoup aimé ce que j'ai fait, ça m'a beaucoup plu. Et alors, qu'est-ce que tu as pu faire du coup dans ce métier de nettoyage? Tout type de chantier, tout type de... Tout type de chantier, on a travaillé à deux avec mon épouse, elle travaillait avec moi, et puis on a fait du nettoyage de bureaux, des nettoyages de sol, des parties communes, des remises en état, et parmi les chantiers qui m'ont le plus marqué, on a nettoyé une boucherie, le laboratoire d'une boucherie, on était à deux, c'était génial, on en garde des super Bah souvenirs. écoute, justement, tu m'as fourni une petite vidéo d'illustration. Ouais. Voilà, c'est ça. Voilà. Alors, comment ça se fait qu'on te voit Là, on me voit dans la joie et la bonne humeur, en train voilà, de danser. On nettoyait les murs, les sols, les machines en inox, avec des produits spéciaux pour contact alimentaire. Ça m'a vraiment formé et ça m'a vraiment appris bien de travailler de manière dure, quoi, en fait. C'est-à-dire, du coup,
C'est pas marrant tous les jours, c'est ça? Il y a des fois où il y a plus de choses à nettoyer que d'habitude? Bah, c'est un métier difficile, hein. C'est sûr que le nettoyage, voilà, on nettoie, on utilise beaucoup ses mains, beaucoup son corps, on nettoie des choses qui sont pas toujours faciles et agréables à regarder. Et Ouais. notamment dans ça, bah, il y a des chantiers qui m'ont marqué également, hein, parce qu'on a fait des remises en état, on a vidé des maisons par exemple qui avaient été bah, laissées dans l'état. On a vidé un chantier également qui m'a marqué. C'était un de mes clients qui avait une agence immobilière et qui m'a demandé d'aller vider une cave qui lui appartenait, qui avait été squatté, donc il y avait toutes sortes de choses, hein. Il y avait des déjections humaines, il y avait des seringues, parce que Aïe, 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 aïe. les messieurs se droguaient apparemment, il n'y avait pas d'électricité. Oh, ma femme est descendue avec moi, elle a vu le chantier, elle a dit non, désolé, je peux pas. Trop dur. Trop difficile, c'est ça, exactement. Donc, ouais, c'est pas mal de choses qui forgent, mais bon, quand on a envie de travailler, voilà, on y va, on se laisse pas le choix, quoi. D'où la fameuse phrase, l'argent n'a pas d'odeur, hein. C'est Voilà, ça, il c'est faut ça. bien gagner sa vie. C'est ça, exactement. Tu m'as dit que du coup que ta compagne était ta collaboratrice, sous le statut du coup de conjoint collaborateur. Conjoint collaborateur, exactement. Comment ça fonctionne alors? Et c'est un des avantages de la micro-entreprise, c'est que il faut être marié, bien sûr, et il Ah, faut que le conjoint puisse, le conjoint peut ainsi travailler avec nous. On n'a pas besoin de déclaration particulière, il n'y a pas besoin d'assurance particulière. C'est juste une case à cocher lorsqu'on remplit les papiers pour ouvrir une micro-entreprise. pas mal. Et alors comment ça se passe quand on travaille du coup avec sa compagne? Parce qu'on est ensemble la journée pour le boulot, on est ensemble le soir en rentrant. Oui. Eh bien, il y a beaucoup de choses à dire. Ça dépend vraiment de chacun, quoi. Nous, on est très fusionnels, on s'aime beaucoup et on adore passer du temps ensemble. Ça permet vraiment d'échanger, d'avoir des discussions. Ça fait vraiment partie des valeurs qui nous sont communes. Ça fait une activité, une petite activité de couple. Allons nettoyer cette cave Voilà. ensemble ou cette boucherie avec les murs couverts de sang. Voilà, c'est ça. Ça crée des souvenirs. Au moins, maintenant, on a plein de choses à raconter en commun. Très bien. Donc tu as eu cette activité pendant cette activité a traversé la période du Covid. Eh C'est bien, ça? traverser, c'est un mot qui est fort parce qu'en réalité, la pandémie, ça a stoppé de l'activité. Ça a été une période assez compliquée, assez difficile, où beaucoup de mes clients ont fermé, d'autres ont réduit leur activité, et par conséquent, j'ai dû trouver des solutions. Forcément, les clients pros qui ne reçoivent pas de clientèle en magasin Mhm. ou le boucher qui ne vend plus de viande, Ouais, la moindre raison de faire appel à toi. voilà, c'est ça, exactement. Et donc, je me suis débrouillé, j'ai retrouvé du boulot, je me suis jamais arrêté de travailler. J'ai été gardien d'immeuble pour un bailleur social, j'ai travaillé en intérim sur les plateformes chez Amazon notamment. Et puis, après, il y a une boîte sur Saint-Amand qui recherchait un laveur de vitres. Ouais. Donc, ils m'ont recruté en CDI. Et j'ai passé 1 an et demi chez eux. N'hésite pas à parler un peu plus fort parce qu'on t'entend D'accord, pas. ok. Donc tu as repris une activité salariée, toi qui étais entrepreneur, Oui, tu es revenu dans l'univers du nettoyage, mais en tant que salarié. ouais, voilà, Alors c'est ça. comment ça se passe? Comment on se sent quand on refait cette transition dans l'autre sens? Bah, c'est très, très difficile, hein. Enfin, pour moi, ça a été très dur. Parce que quand on a été indépendant, voilà, c'est difficile de redevenir salarié. On n'a plus cette forme de liberté, on n'a plus voilà, ce choix dans les clients, puis cette diversité aussi euh, comment dire, d'action. Tu vois, moi j'étais indépendant, donc je faisais un peu de la petite comptabilité, je faisais du démarchage, je faisais de la prospection, j'étais sur Toucher le à tout, terrain, ouais. voilà, je touchais à tout, je faisais la facturation derrière. Et là, de voir, avec ma personnalité, être dans une sorte de case avec des règles et puis des choses bien strictes, des horaires à respecter, oh, ça a été difficile pour moi. Ouais, tu t'es rendu compte que c'était peut-être pas ce qui te convenait Voilà, c'est le ça, plus. exactement. Et donc, tu es resté salarié pendant 1 an et demi, Oui. et à l'issue de ça, tu as décidé de redevenir indépendant. Voilà, tout à fait. En fait, j'ai profité de cette période pour mieux réfléchir à mon projet, réfléchir comment faire les choses de sorte à ce que bah, ça ne me réarrive pas. Et je me suis dit, je vais me relancer, quoi qu'il en soit, mais il faut que ça explose tout de suite, que tout de suite j'ai des clients. Donc j'ai réfléchi, j'ai mis pas mal de choses en place. Ça passait par le nom, déjà. Un nom qui, voilà, qui évoque quelque chose, qui parle, qui fasse à la fois sourire, mais qui soit évocateur de quelque chose de sérieux et de Mhm. qualitatif. J'ai fait un petit site internet qui est fait maison, mais qui est bien référencé. Les gens nous trouvent tout de suite. Et puis on a fait marcher la presse locale. Et, Il y a eu des articles sur découvrez cet entrepreneur qui nettoie vos dans carreaux. La Voix du Nord, voilà notamment, qui m'ont fait un article, un superbe article, très bien dirigé. Et puis ça a explosé tout de suite. Tout de suite, j'ai eu beaucoup de clients.
Euh, je m'étais réinstallé en micro-entreprise, mais ça n'a pas duré très longtemps parce qu'il y a beaucoup de travail. Donc après quelques mois, j'ai embauché mon premier salarié. D'accord. Donc, en tant que société, en tant que entrepreneur patron avec ses salariés, Voilà, c'est ça. donc tu as découvert du coup comment dire, les inconvénients et les avantages d'avoir des salariés, donc la gestion des ressources humaines. Mhm, Tu as dû du coup devenir un manager. mhm. Alors comment ça se passe quand on devient manager? Et ben là, c'est une autre casquette, quoi. Vraiment, gérer des gens, c'est une des choses les plus difficiles que j'ai eu à faire dans ma carrière d'entrepreneur, si je puis m'exprimer ainsi. Gérer les personnalités, les différentes façons de voir les choses, de concevoir, ça demande beaucoup de communication. Ouais, c'est un autre métier, quoi. C'est un autre métier. Et alors, est-ce que tu as des anecdotes sur de gestion des ressources humaines qui peuvent être sympas? Malheureusement, elles sont pas très positives parce que ma carrière de manager, elle n'a pas été très longue. C'est une des choses qui ont fait, qui ont fait mes choix bien par la suite. Tu vois, moi, j'ai passé beaucoup de temps à travailler seul. Voilà, de manière générale, ça se passait toujours très bien avec les clients, jamais de mauvais retours, j'ai jamais cassé de matériel ou quoi que ce soit. Et en fait, dans mon idée, dans mon esprit, dans ma vision, c'était vraiment de faire, comme on fait que de la vitrerie, on offre un service premium et Mhm. voilà, on a du matériel de qualité haut de gamme, on arrive chez les clients, on met des surchaussures, on protège les sols, on On fait protège les le choses bien. mobilier, on fait les choses bien. J'ai investi dans du bon matériel. Avec mon premier salarié, il était vraiment sous mon aile, donc je l'ai formé à ma manière et puis ça s'est bien passé. Mais avec les autres salariés, quand j'ai recruté deux de plus tard, je me suis dit, mais enfin, comment c'est possible? À chaque fois, sur la fin, à chaque fois que mon téléphone sonnait, c'était pour m'annoncer des mauvaises nouvelles. Soit le travail avait été mal fait, soit des choses oubliées, soit des traces, des vitres oubliées, ou du matériel cassé. Je me suis dit, mais bon, enfin, qu'est-ce que c'est dur? Possible. Voilà, c'est pas possible, qu'est-ce que c'est dur? Mais en fait, on se rend compte que ben, les salariés, c'est pas leur entreprise. Hmm. Tu vois, toi, c'est ton bébé, l'entreprise, et un salarié, bah, lui, c'est son patron, mais le matériel, c'est pas son matériel à lui. Hmm. Donc, cette certaine rigueur que tu as avec toi-même, Hmm. de pas laisser oublier le matériel sur les chantiers, de nettoyer les carreaux sans laisser de coulure, tu t'es rendu compte qu'en fait, bah, les salariés n'ont pas cette même approche que toi. Hmm. Et du coup, ben, ça n'a pas été pesant à terme. Si, si, bien sûr. En fait, il y a beaucoup de choses qui ont fait que j'ai décidé de fermer l'entreprise. D'accord. Donc ça a été une des choses. Il y a une vraie pression fiscale en France, hein, il ne faut pas se le cacher. Il y a Ouais, il une faut vraie... avoir une certaine trésorerie pour Voilà, c'est ça. encaisser C'est ça, exactement. bah, la charge de nombreux salariés. La charge, voilà, vraie pression fiscale, vraie pression sociale, voilà, et puis vraie pression qui finit par s'accumuler enfin, venir sur la famille, quoi, finalement, Ouais, ça se sur la vie de répercute. famille. Voilà, ça se répercute, exactement. Et donc tous ces éléments mis bout à bout m'ont fait prendre la décision. Ma réflexion, ça a été de me dire, mince, j'ai l'impression que je gagnais mieux ma vie quand j'étais seul et j'étais beaucoup moins embêté. Aujourd'hui, j'ai juste l'impression de gérer des problèmes, en fait. Et D'accord. j'ai perdu un peu le plaisir dans mon travail. D'accord. Donc là, on est à un véritable tournant. Un Alors du coup, véritable. c'est quoi ta philosophie de travail? Puisque voilà, on sent que tu as envie de faire bien les choses, tu veux investir dans du bon matériel à la fois bah, en termes d'image auprès de tes clients, ils voient que tu travailles avec du bon matériel et surtout pour bien travailler tout simplement. Mhm. C'est quoi ton rapport du coup au monde du travail et au travail en général? Moi, je suis quelqu'un de très courageux. Je suis travailleur, j'ai la hargne, j'ai de l'ambition, j'ai envie de bien faire les choses. Et, euh, et voilà, cet épisode-là, bon, c'est une exclusivité hein, pour Clapman. Exclusivité, Voilà. exclusivité pour le podcast Audace, bienvenue dans Cache Investigation. On t'écoute. Voilà, c'est ça. Donc, le fait de ne pas réussir, peut-être que j'ai manqué de qualité managériale, peut-être que j'ai manqué de qualité humaine à un moment donné, choses qui ont fait me remettre en question et qui bah, m'ont fait prendre cette décision d'arrêter l'entreprise et de retourner à travailler seul finalement. Ouais. Moi, voilà, j'ai un peu cet état d'esprit-là, quoi. Je suis quelqu'un de courageux qui m'a été transmis par mon père, hein, de toute façon. J'ai la chance d'avoir des parents qui sont également très courageux et très travailleurs. D'accord. Donc il y a ce côté débrouillard aussi que tu peux avoir, Ouais, de voilà, toucher à tout, à tous les aspects de l'entreprise. ouais, voilà, c'est ça. En fait, je viens d'un milieu, si tu veux,
pas forcément favorisé. Tu vois, mes parents n'ont pas fait d'études. Mon père a travaillé dans le bâtiment toute sa vie. Il y a pas la plus grande chose qu'il a faite, ça a été devenir chef de chantier, par exemple. Alors, je Mhm. néglige pas du tout, hein, c'est vraiment superbe. Mais ma maman l'a jamais travaillé. Mes grands-parents, c'est pareil, ça a été difficile. J'ai des souvenirs de moi enfant en amenant ma grand-mère au secours populaire, par exemple, D'accord, pour ouais. manger chez les Restos du Cœur. Et donc ça m'a forgé en tant qu'adulte et en me disant, voilà, moi je veux jamais en arriver à ça. C'est trop dur à voir, c'est trop dur à vivre. J'ai pas envie de faire subir ça à ma famille, subir entre guillemets, bien sûr. Encore une fois, je néglige pas. Mais j'ai pris à cœur cette responsabilité de me dire, je vais prendre soin de ma famille sous tous les aspects. Ouais, dans un sens, ces expériences, elles t'ont forgé, Ouais. elles t'ont donné les armes pour aujourd'hui être quelqu'un qui a cette philosophie. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Et j'ai toujours en tête en me disant, voilà, je suis un peu en dehors dans mes façons de penser, en dehors du système scolaire, de l'académie nationale. Je suis pas forcément d'accord avec toutes les méthodes, mais je suis sûr que je peux arriver à faire quelque chose avec ma personnalité, avec mon travail, le fait de savoir aller serrer des mains, de dire bonjour aux personnes, de m'intéresser sincèrement à elles, et puis à côté d'assumer, d'être travailleur et d'être courageux, je suis sûr que je peux atteindre mes objectifs et de faire de belles choses. Ok, parce que du coup, effectivement, tu travailles dans le nettoyage et plus précisément le nettoyage de vitres. Mhm. Tu as été formé sur le terrain, donc voilà, de manière concrète. Mhm. C'est pas l'éducation nationale et un diplôme qui t'a permis de faire ça. Alors du coup, Mhm. c'était quoi ton rapport à l'école? Moi, j'étais pas un mauvais élève. Euh, on va dire que de manière assez naturelle, j'atteignais toute ma scolarité, j'ai atteint des moyennes de 13, 14, 15 de moyenne sans faire grand-chose. Mhm. Mais c'est juste que le système et comment est-ce que les choses sont présentées et sont faites, bah, ça collait pas trop vraiment avec mes valeurs et ma conception de la vie et puis de l'avenir que j'avais à l'époque. Voilà, donc j'étais pas en colère contre l'école, mais c'était juste le système, j'avais un peu du mal à comprendre, quoi. Très bien, Voilà. très bien. En me Alors, disant, ouais, excuse-moi, je te vas-y, coupe, continue. en me disant que d'une manière ou d'une autre, avec ou sans études, je pourrais arriver à faire ce que je veux et à atteindre mes objectifs. Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir beaucoup travaillé et de pouvoir avoir une rémunération 2 fois supérieure à celle de mon père, par exemple. Alors ça, c'est un accomplissement en tant qu'homme. On a, Mhm. on a une force de valeur et voilà, je m'étais toujours dit que je pourrais arriver à faire ces choses, même sans avoir les diplômes adéquats. Très bien, très bien. Tu peux t'avancer un peu vers ton micro comme ça. On t'entend bien. Donc aujourd'hui, avec cette philosophie, avec tout ce que tu as appris dans ton parcours, tu as donc fermé cette société où tu avais des salariés dans le nettoyage de vitres. Tu es redevenu tout seul, Mhm. indépendant, en micro-entreprise. Et du coup, comme tu disais, tu te rends compte que tu es plus rentable et aussi tu as moins de soucis parce que bah, tu n'es plus là à gérer au téléphone les erreurs qu'ont pu faire tes salariés. Et donc, ce choix, il est bénéfique. Tu n'as aucun regret du coup de t'avoir refait cette transition? Non, 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 j'ai pas de regrets. Je suis très très heureux. Vraiment, je m'étais rendu compte, hein, on m'en avait dit, on m'en avait parlé. Il y a certains clients qui me l'avaient dit, m'avaient mis en garde en se disant, voilà, attention, des fois ça se passe bien, on veut grandir, on veut grossir, mais on gagne pas forcément plus. Par contre, les problèmes se multiplient. Et ça, je l'ai vérifié. Et voilà. Donc, non, non, j'ai pas du tout de regrets. Je suis très très content. J'ai gardé, on va dire, une majorité de clients professionnels. Des gens que j'aime bien, ceux qui me font plaisir, ceux que je suis content d'aller voir, pour retrouver un peu le plaisir de travailler. À un moment donné, j'avais un peu perdu ça, perdu ce plaisir du travail, Mhm. et pour pouvoir voilà, continuer, mais juste en kiffant quoi, en kiffant le Ouais. travail, Le plaisir, on le voit que c'est une plaisir. dimension qui est importante Ouais. pour toi. Donc aujourd'hui, tu as une activité qui n'est plus l'As des carreaux, c'était l'ancien nom de ton activité. Aujourd'hui, comment elle s'appelle du coup ton entreprise? Maintenant, j'ai réouvert la micro-entreprise, ça s'appelle l'Instant Brillant. Je fais toujours du nettoyage de vitres. Mais voilà, je vais essayer de travailler un petit peu moins. J'ai passé pas mal d'années à faire des 60 heures semaine. C'est beau, mais c'est Ouais, beaucoup. voilà, mon corps me l'a fait savoir, hein, que ça devenait un peu compliqué. Sur la fin, donc toutes ces difficultés-là dont on a parlé, ça m'a provoqué des crises d'angoisse, anxiété Ouais. généralisée. Tu vois, au point où ça me réveillait la nuit, au point où la journée j'étais tétanisé. J'ai passé des journées chez moi très difficiles. Donc voilà, je veux retrouver un peu une sérénité d'esprit et puis pas avoir à me soucier de comment est-ce que travaillent les autres.
En fait, j'ai l'impression, peut-être que je me trompe, hein, mais que on est bien soit quand on est tout petit, ou soit quand on est énorme. D'accord. Et moi, j'étais dans une sorte de palier Dans où, l'entre-deux, voilà, dans l'entre-deux hyper difficile, où en fait, pour atteindre ce palier et devenir gros, j'aurais dû travailler énormément, ça m'aurait demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de ressources, au prix peut-être de ma santé et de ma vie de famille. Et c'est pas un prix que j'étais prêt à payer, en fait, pour être totalement sincère. d'accord. Et donc, tu as cette envie d'avoir un bon équilibre entre la vie pro et la vie perso. Mhm. Et alors, comment concrètement on fait pour garder cet équilibre-là? C'est quand même une problématique qui touche beaucoup de monde. Ouais, c'est vrai, tout à fait. Les choses qui sont importantes pour moi, j'essaye vraiment de... En fait, le travail, je le vois surtout comme une source de revenus. Je le vois pas comme un accomplissement. Et j'ai besoin de trouver mon équilibre en faisant du sport, en faisant des choses que j'aime, et en mettant ma famille vraiment au cœur de mes activités. C'est surtout pas du tout quelque chose que je veux sacrifier. Pour moi, mon épouse, c'est le plus important. Pour moi, le mot divorce, le mot séparation, c'est pas un mot qui existe dans mon vocabulaire. Et ça fait jamais partie de l'équation. Je peux pas sacrifier ça pour quelque chose d'aussi éphémère et que le travail, quoi, en fait. D'accord, C'est ma vision des choses. je vois. Ouais. Et justement, cet aspect famille, cet aspect stress, quand tu as eu cette période très compliquée où du coup, voilà, t'avais la tête sous l'eau, comment tu as réussi à prendre le recul et te dire, voilà, on remet à plat, qu'est-ce que je veux plus, quelles mesures je prends, tu vois? Quand on est dans cette période qui est difficile, on a du mal à prendre du recul. Donc qu'est-ce qu'il t'a fallu? Il t'a fallu du temps, il t'a fallu en parler, il t'a fallu... Comment t'as fait? Oui, c'est ça, du temps. Et parfois, il y a des éléments déclencheurs. Des discussions, bien sûr, communiquer, c'est extrêmement important. C'est très dur, hein, parce que quand on a la tête sous l'eau, on a du mal à la relever pour respirer et voir ce qui se passe. Du temps, et puis y a pas vraiment d'élément déclencheur. Si tu veux, c'est les choses qui mis bout à bout. À un moment donné, je me suis dit, voilà, je suis pas prêt à sacrifier tout ça. Je suis pas prêt à sacrifier des difficultés dans la relation avec ma femme, avec mon épouse. Voilà, je voulais pas aller plus loin, en fait. Combien ça coûte? Cache investigation, combien ça coûte pour faire appel à un professionnel pour nettoyer ses carreaux? Parce que j'imagine qu'un grand local d'entreprise et une petite maison d'un particulier, c'est pas la même chose. Donc comment tu calcules, comment t'estimes, comment t'analyses et combien ça coûte? Tout simplement, on veut des chiffres. Alors, c'est très variable. Entre 0 et 1000 euros. C'est super large, au moins Voilà. on est sûr d'être dans la fourchette. Voilà, c'est ça, exactement. Non, non, bien sûr, c'est très très variable. Il y a beaucoup d'éléments qui rentrent en compte. C'est pour ça que, en fait, moi, chaque devis, je me déplace toujours. Je vais voir le travail qu'il y a à faire. Parce que des fois, en fonction du temps passé, en fonction des moyens d'action, tu vois, il y a certaines choses qui sont à hauteur d'homme, d'autres qui demandent des moyens d'élévation. Mhm. La récurrence, elle va faire une différence aussi. Pour les professionnels, c'est totalement différent des particuliers. Enfin, c'est deux marchés qui sont totalement différents en fait. Et c'est le marché qui définit les prix, bien évidemment. Forcément. Sur les professionnels, on est sur un marché où il y a beaucoup de concurrence, où il y a des sociétés de services qui font du multiservice, et dans leur service, ils ont le nettoyage des vitres. Oui, c'est parfois des sociétés qui font gardiennage, gestion des colis, qui font tout. Voilà, c'est ça qui entretiennent les espaces verts, qui entretiennent les bureaux, qui entretiennent les sols et qui font aussi du nettoyage de vitres. Donc là, l'offre, elle est très large, c'est difficile de se différencier. Même si on fait des prestations de gamme pour un professionnel, un petit commerçant qui doit faire sa vitrine tous les 15 jours, par exemple, que ce soit fait par nous ou par quelqu'un d'autre, la différence, elle va se faire aussi et surtout par le contact qu'on va avoir avec lui. Ouais. Pour les particuliers, c'est un marché totalement différent. Sur le Valenciennois, il y a quelques petites boîtes qui font du service à la personne, qui mettent à disposition des dames de ménage, mais qui soit n'aiment pas faire les vitres, soit ne veulent pas les faire, soit ne peuvent pas monter sur un escabeau de plus de 2 marches. Ouais. Ce qui nous ouvre un marché immense. Comme on n'est pas considéré comme une société de service à la personne, on peut monter sur les toitures de véranda, par exemple. Malgré qu'on ne soit pas considéré comme une société de service à la personne, pour faire bénéficier aux gens du crédit d'impôt, je reviens dessus, hein, Ouais. on passe par une coopérative qui D'accord. s'occupe de gérer toute cette part.
Voilà. Soit en fait, j'aurais dû ouvrir deux structures, une pour les pros, une pour les particuliers. Mhm. Mais là, ça aurait été double de frais, double de travail administratif, double de tout. L'idée d'avoir cette coopérative, eh ben, ça diminue la charge de travail. Bien sûr, eux, ils prennent leur commission sur chaque transaction, mais nous, ça nous simplifie le travail grandement, quoi. Puis ça fait bénéficier aux gens du crédit d'impôt. Très bien. Très bien. On voit que tu as vraiment trouvé les bonnes techniques pour rester en fait sur le marché du particulier parce que effectivement parfois il y a cette tentation de dire je me spécialise pour les pros parce que les pros ils font passer ça en frais de société donc c'est inclus dans leur charge annuelle et aussi je peux facturer plus parce que c'est des budgets différents et donc toi tu es resté sur les deux tableaux du coup du pro et du particulier. C'est ça. Je me demandais du coup l'image qu'ont les gens du métier parce que est-ce que tu as des clients parfois qui t'ont manqué de respect en se disant t'es la personne qui me rend un service, mais les carreaux, c'est pas voilà, ils se font une image voilà. Ou est-ce que aussi t'as remarqué que c'était dur de trouver du bon personnel à l'époque parce que justement les gens qui font ce métier-là, soit ils se sont jamais formés ou ils ont une approche où ils sont pas intéressés. Oui, je pense que ça, c'est un métier qui jouit pas forcément d'une belle image. Dans le sens où c'est ça, en fait, c'est un métier qui est un peu dénigré parce que c'est du service à la personne, parce que on est au service des autres. Et en fait, il y a vraiment les deux penchants. Il y a ceux qui négligent un peu parce qu'ils connaissent pas, et il y a ceux qui sont admiratifs de nos méthodes, de nos techniques, de notre savoir-faire, et qui nous jalousent même un petit peu. Parfois dans la rue, très régulièrement, on se fait arrêter dans la rue, les laveurs de vitres, avec toujours la petite plaisanterie. Ah, vous viendriez pas chez moi après, venez On faire connaît. moi aussi j'ai des connaît. carreaux. Et ils ont toujours ce geste de Voilà, c'est c'est ça. impressionnant ça hein. Ah, exactement. C'est toute une technique, toute une méthode, un savoir-faire qui s'apprend et qui, moi, personnellement, me passionne en tout cas. Comment on fait alors pour trouver des clients quand on est dans le nettoyage de vitres alors quels sont les outils de prospection qu'on peut utiliser? Moi, personnellement, j'ai quasiment tout fait. Dans ma vision de départ, je voulais vraiment grandir, grossir et faire de l'As des carreaux une référence. Que sur mon domaine, voilà, je sois présent, qu'on sache, que les gens sachent qui je suis. Ça répondait peut-être à un besoin de reconnaissance à l'époque. Possible. Et donc, j'ai quasiment tout testé. On a parlé de la presse locale. J'ai fait de la publicité sur la radio, énergie. J'ai fait plein de choses, de la prospection, du boitage dans les boîtes aux lettres. J'ai même pensé à un moment faire de la publicité dans les cinémas, les pubs qui passent avant les films. Et une chose qui a particulièrement bien marché, c'est l'intégration des clubs d'affaires, avec le groupe Odyssée notamment. Moi, à titre personnel, peut-être que je suis sur un marché qui convient, peut-être que y a tout un tas de facteurs qui font que, mais bien sûr, il y a une cotisation annuelle. Moi, ma cotisation, elle a été remboursée 6-7 fois peut-être. Ouais, donc ça a bien Sur marché l'année. pour toi. Tu as trouvé en fait le type de prospection qui te correspondait le plus. Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ce contact humain qui marche le mieux pour toi, du coup, dans ce que tu as ressenti. Oui, tout à fait. Ouais. Tout à fait. Le fait de... Voilà, c'est très bon enfant, c'est très... Les gens nous choisissent aussi pour notre personnalité. Et c'est ce que j'essayais toujours de répéter à mon équipe quand j'avais des salariés, c'est de leur dire, voilà les gars, votre travail, il faut qu'il soit irréprochable. Ça, bien sûr, c'est l'essence même du métier. Mais pour que les clients continuent de venir et qu'on ait des nouveaux clients, ça passe aussi et surtout par votre personnalité. Quand vous arrivez chez le client, un professionnel par exemple, j'ai déjà vu certains laveurs de vitres qui arrivaient, hop, se mettaient à laver les vitres. Et non, tu rentres, tu dis bonjour, tu salues, tu fais ta prestation, tu dis au revoir, tu fais signer ton bon, tu es respectueux, tu es souriant. C'est des choses qui sont hyper importantes, quoi, qui sont de base élémentaires, mais qui, je pense, font toute la différence dans un commerce, quoi, quel qu'il soit. C'est ça, en fait, les gens, en plus de la prestation en elle-même, ils aiment avoir eu cette interaction. Comme quand on va chez le boucher, on veut de la viande, mais on veut avoir aussi eu une petite interaction. Il fait beau aujourd'hui, vous avez vu la dernière nouvelle, et puis voilà, le petit compliment, le petit sourire, et c'est agréable en fait. Dans ces temps aujourd'hui où on est de plus en plus connecté, mais de plus en plus éloigné des gens au final, ce contact humain, il est hyper important, effectivement.
quand tu rentres en prestation chez un client, il faut qu'ils se disent bah, mes carreaux sont propres et en plus, ah ben, il est bien sympa ce petit jeune qui est venu. C'est ça, tout à fait, exactement. Au-delà de tout ça, en fait, c'est. Moi, j'ai toujours estimé que, voilà, ça va peut-être faire présomptueux de dire ça comme ça, mais qu'on vendait une expérience aux gens. Tout le monde ne fait pas venir un laveur de vitre chez lui, chez les particuliers par exemple, parce que certains pensent que c'est un service qui est inaccessible, qui est réservé qu'aux riches, ou qu'on ne peut pas se permettre, ou alors on a le temps de le faire soi-même. Donc, quand on va chez le particulier, tu vois, je te disais, le fait de mettre des surchaussures, de prendre soin du client, de s'intéresser à eux, pas de manière intrusive, mais voilà, les banalités, et ben ça crée une expérience. Et moi, c'est toujours ce que j'ai voulu partager autour de moi, quoi. C'est hyper intéressant. En fait, à notre époque, on se rend compte que le temps qu'on a en tant qu'individu, bah, il n'est pas infini. Mhm. On a énormément de responsabilités, énormément d'occupations. Et effectivement, déléguer certaines choses permettent de se libérer du temps, permettent aussi, en termes de santé mentale, parfois ça fait du bien d'être dans un environnement qui est propre, hein, du coup, avec des vitres qui sont Mhm. propres. Ça aussi, c'est, je pense, corrélé du coup avec l'augmentation des services de livraison de nourriture. Les gens ils se font un cadeau à eux-mêmes, dire bon bah Mhm. ce soir, voilà, je me fais plaisir. J'ai quelqu'un qui va venir m'apporter mon repas, quelque chose Mhm. qui était voilà, uniquement les rois pouvaient se le permettre à une époque. Et du coup, je pense que effectivement dans ton métier, il y a, en tout cas pour les particuliers, cet aspect, bah, je vais me faire plaisir, je vais avoir ma maison qui est Mhm. bien propre, où je vais garder mon énergie pour être avec mes enfants et pas me fatiguer les épaules à aller faire les carreaux. C'est ça, exactement. En fait, il y a beaucoup de clients qui m'ont dit, voilà, on dépense beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, on n'est pas toujours content du résultat. En plus. Alors voilà, pourquoi pas faire appel à vous et puis, et puis voilà, en fait, quand ils reçoivent le devis, les gens, bah, ils se rendent compte que finalement, c'est pas si excessif que ça au niveau des tarifs. Dans la mesure où le crédit d'impôt a été mis en place et que les gens peuvent le déduire ben, instantanément, c'est-à-dire qu'ils reçoivent la facture, hop, divisé par deux tout de suite, quoi. Ouais, la remise est directe dessus. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, ouais, ouais, bien sûr, il y a un vrai marché, c'est une belle niche et c'est un travail tellement agréable. Moi, j'adore, hein, je suis passionné de mon métier. Alors du coup, c'est une bonne question ça. Comment on peut être passionné du lavage de vitres? C'est-à-dire, est-ce que tu as ce sentiment, voilà, comme un artiste qui viendrait sculpter, voilà, toi tu aimes cette précision du geste, tu aimes cette, voilà, Hmm, t'as le sentiment tu vois, l'avant-après, t'as cette hmm. satisfaction, comment on en tire du plaisir? Ouais, c'est un peu tout ça, c'est ça, hein. C'est avant-après, hop, on voit le rayon de soleil qui passe, et quand la prestation est finie, on voit les clients qui ont le sourire sur le visage. Ah, on se dit, purée, là j'ai réussi quelque chose, là c'est superbe. En fait, on fait quelque chose que tout le monde ne sait pas faire. Pas parce que les gens ne savent pas, mais parce que peut-être qu'ils ont pas, on leur a pas montré. En réalité, moi, je pense que tout le monde peut laver des vitres. Mais voilà, oui, c'est un peu tout ça. Moi, ça me passionne de voir que les gens sont contents, que je rends du service, que je fais quelque chose que tout le monde ne sait pas faire. C'est un peu tout ça, quoi. Et petit à petit, eh bien, moi, je me suis passionné. Aujourd'hui, je pense avoir lavé des vitres dans toutes les situations, que ce soit dans très grandes hauteurs avec les permis nacelles, que ce soit dans l'industrie, que ce soit chez le particulier, chez le petit commerçant, sous la canicule, sous la neige, j'ai lavé des vitres dans toutes les conditions. En parlant de nacelle, il me semble que tu m'avais envoyé une photo d'une nacelle, je l'ai ici. Hop, on va la diffuser. Ouais, voilà. Voilà. Alors ça, c'était où du coup? Par exemple, ça c'était une école. On travaille avec les mairies, avec les bâtiments communaux. On va laver les vitres bah, des écoles, des salles des fêtes, dans l'hôtellerie, tout ce qui est inaccessible. Pour terminer, j'aimerais qu'on reparle un peu du coup des réseaux. Du coup, quand tu rencontres des entrepreneurs qui ont bah, un local où ils reçoivent du public ou qui possèdent un grand lieu de stockage avec une partie bureau, voilà, Mhm. comment se passe l'interaction? Comment tu vas parler de ton activité? Comment tu vas t'intéresser et essayer voilà, de comprendre le besoin? Mhm. Parce que parfois, ben, dans les réseaux, il y a cette dynamique où on rencontre quelqu'un qui n'a pas forcément besoin de nos services, mais qui connaît quelqu'un qui a besoin de nos Mhm. services. Alors comment tu fais toi pour déceler les besoins et te présenter? Alors moi j'ai eu la chance très rapidement que en fait j'ai pas eu besoin de clients. Si tu veux, tout de suite les clients sont venus à moi, ce qui fait que mes sources de revenus ont très rapidement été assurées.
J'ai pas eu besoin d'aller démarcher beaucoup. Sur le Valenciennois, comme j'avais pas beaucoup de concurrence directe, en fait, les clients sont revenus. Et ce qui m'a fait développer, ben, on va dire, une sorte de naturel quand je suis avec les gens. Tu vois, quand je leur parle, je suis pas là à essayer absolument de leur vendre mes services en leur disant voilà, regarde ce que je fais, t'as pas besoin de moi, tu connais pas quelqu'un. Les choses se font de manière très naturelle, parce qu'en réalité, c'est que des vitres, il y en a partout. C'est vrai. Tout le monde a besoin de laver ses vitres et de manière régulière. Comme chez le coiffeur, on a tous besoin d'aller chez le coiffeur. Et ben, c'est un métier voilà, qui demande une certaine forme de régularité. Donc quand j'arrive chez les gens, eh ben, je force jamais les choses, je leur dis, et puis de manière générale, comme j'essaye d'être sympa, d'être gentil, de m'intéresser sincèrement aux gens, eh ben, les choses se font assez naturellement en fait. C'est un peu ma méthode. Donc, Je sais pas si elle est... être soi-même au final. Voilà, c'est ça, exactement. Exactement. Je sais pas si elle est très académique, mais jusqu'à aujourd'hui, ça a toujours plutôt bien fonctionné. Et puis, j'ai réussi à bâtir des relations solides et durables. Il y a des clients que j'ai depuis très longtemps et que j'ai jamais perdu, quoi, par exemple. Grâce à ça, Bien. cette personnalité. C'est quoi le projet du coup pour l'avenir? Comment tu te vois voilà, dans les prochaines années? Comment l'activité va évoluer et comment toi tu vas aborder la suite? Alors moi personnellement, j'adore mon métier, j'adore laver des vitres. Vraiment, ça peut être bizarre, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont dans mon cas, mais moi vraiment je kiffe ce que je fais. Donc je pense que je ferai toujours un peu je laverai toujours un peu les vitres. Là l'idée, avec la réouverture de la micro-entreprise, c'est surtout aussi de gagner en stabilité. J'ai plus envie de me prendre la tête comme j'ai réussi à me la prendre jusqu'alors. Je veux un peu de confort, retrouver plaisir à travailler vraiment. Et puis, ce qui est bien avec la micro, c'est qu'on peut mettre plusieurs activités Ouais. dans les statuts. Et j'en ai profité pour faire quelque chose que j'avais envie de faire depuis très longtemps et j'avais jamais osé passer le pas. En fait, il m'arrive de temps en temps d'aller chanter dans les EHPAD. Très bien, bah c'est hyper original. Ah ouais, j'aime beaucoup le chant, j'adore l'art du chant, l'opéra, tout ça. Et ça fait, j'y suis déjà allé. Et puis, les personnes âgées adorent. Et moi aussi, j'avoue, ça me procure beaucoup de bien. Et je me suis dit, pourquoi pas professionnaliser ça? Et puis, en faire quelque chose de sérieux. Et puis plus tard, développer éventuellement auprès des restaurants, des hôtels, des réceptions privées, des cocktails professionnels. Ça pourrait être sympa, je pense. Si je peux me permettre, en EHPAD, peut-être qu'ils ne t'entendent pas tous, hein, donc Ah, je c'est pense que peut-être c'est ça. plutôt le fait d'extérioriser, le fait de chanter fort, Voilà. ça te fait du bien. Je sais pas si c'est à eux tu leur fais du bien. Peut-être que, attention, instant exclusif, est-ce qu'on peut t'entendre chanter dans l'émission? Oh là 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 là, je suis même pas échauffé là. Est-ce que tu peux nous chanter Audace? Non, j'arrête là. Donc effectivement, donc il y a cette passion qui t'anime, que tu as envie d'amener plus loin à l'avenir. Pourquoi pas lancer un service où je nettoie vos carreaux en chantant. Ah là, je vais avoir trop de demandes là, je vais devoir éteindre mon téléphone. Ah ouais, ce sera plus possible. Est-ce que tu as d'autres objectifs pour l'avenir? Parce que donc tu disais avoir cette disponibilité pour tes proches, ta famille, parce que c'est quelque chose d'important. Mhm. Est-ce que du coup tu as d'autres envies pour le futur? Ça c'est vraiment, ça fait partie vraiment des piliers et j'ai plus envie de sacrifier cet aspect-là pour les autres. Je travaillerai toujours très dur et très fort parce que voilà, ça fait partie de ma personnalité. Peu importe ce que je fais, de toute façon, dans n'importe quel domaine, je suis toujours en mode compétition. Et un de mes objectifs, je suis pas du tout matérialiste, mais j'adore les bagnoles et j'aimerais bien m'offrir une Porsche. Actuellement, j'ai déjà un coupé sport, Ouais. mais j'aimerais bien voilà, passer à la gamme supérieure, quoi. Donc ça, ce serait aussi un moyen de te faire plaisir. Voilà, c'est ça, Et exactement. c'est une forme d'accomplissement, je pense. Ouais, ouais, bien sûr, ouais. Pour peut-être pas pour tous les hommes, mais pour moi en tout cas, vraiment la voiture, ça représente quelque chose, ouais. Et puis c'est l'accomplissement de ton travail, tu gagnes tes Voilà. sous, t'en fais ce que tu veux. Voilà, Après c'est tout, ça, hein. exactement. Tout à fait. Il y a juste le malus, j'ai cru comprendre que les malus là ils allaient bien. Donc il va falloir en laver des carreaux. Mais, Ouais, ouais, c'est clair, c'est clair. Très bien, très bien. Et bah écoute, je te remercie pour avoir partagé toutes ces anecdotes et ton histoire. Merci à toi. Merci beaucoup, Sylvain. C'était un vrai plaisir. Bah écoute, c'était un grand plaisir de t'avoir parmi nous dans cette émission. Voilà, n'hésite pas à en parler autour de toi, de cette expérience. Moi en tout cas, j'ai passé un très bon moment.
Voilà, et puis pour conclure, n'hésitez pas du coup à partager et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité dans le podcast Audace. Et si vous souhaitez participer à l'émission, vous pouvez envoyer un mail à contact@groupe-odyssée.fr. Bonne fin de journée et à la semaine prochaine.